Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle séance, la troisième, consacrée à la séquence 3 du programme de troisième. Donc cette séance est vraiment placée sous le signe du chiffre 3. Séquence de géographie consacrée, je vous le rappelle, à l'aménagement du territoire français. Et après avoir planté d'une certaine manière le décor géographique avec la cartographie des nouvelles régions administratives françaises de 2016, puis être entré dans le vif du sujet avec une première étude de cas consacrée au réaménagement du site du Mont Saint-Michel, c'est-à-dire au renforcement finalement des points forts d'un territoire attractif, valorisé, mis en avant par la mondialisation, eh bien nous allons découvrir aujourd'hui une autre facette de l'aménagement du territoire avec une autre étude de cas consacrée au Louvre-Lens. Un aménagement ambitieux, le grand C, parce que risqué, parce que là, pour le coup, et c'est tout l'intérêt, je pense, de la démarche, c'est que cet aménagement est ancré, situé dans un espace qui, lui, est très malmené par la mondialisation. C'est un espace perdant de la mondialisation, victime d'une terrible crise économique et sociale. Donc, l'aménagement ici va servir à revivifier, à redynamiser, à donner un second souffle à tout un territoire et à sa population, ce qui n'était pas du tout l'objectif du Mont Saint-Michel, qui se portait bien, mis à part les problèmes d'ensablement. Bon. Et puis ambitieux également, on va le voir, parce qu'un aménagement dédié à la culture, à une époque où les gens sont surtout concentrés sur le shopping, c'est pas gagné d'avance d'implanter un grand musée, parce qu'il faudra que le public suive. Donc quels sont les enjeux d'un aménagement original sur un territoire mis à mal, c'est-à-dire malmené, brutalisé si vous voulez, par la mondialisation. Et l'avantage de cette nouvelle étude de cas, c'est qu'il ne s'agit pas d'un réaménagement, mais véritablement d'un aménagement nouveau, et d'un aménagement particulièrement ambitieux. Bon, celui du Mont Saint-Michel l'était aussi, mais les risques étaient limités. Là, dans le cas du Louvre-Lens, il y a une prise de risque. Nous allons essayer de comprendre ensemble pourquoi. Il se pourrait que le Louvre-Lens soit un pari gagné, on peut le lui souhaiter, mais il se pourrait aussi, si les choses ne tournent pas bien, que le pari se révèle perdu. Et pour comprendre pourquoi je parle de Paris, eh bien, il va falloir que l'on dégage ensemble les enjeux, mais aussi les acteurs, notamment, d'un aménagement particulièrement original sur un territoire qui, lui, contrairement au territoire du Mont Saint-Michel, est un territoire qui est maltraité, qui est mis à mal, qui est, d'une certaine manière, disqualifié par la mondialisation. Histoire de rentrer un peu dans le sujet, et comme vous et moi ne sommes pas des Lensois, je vous propose de découvrir un clip vidéo publicitaire qui évidemment met en avant la réussite de cet aménagement que constitue le Louvre-Lens. Une vidéo que vous pouvez trouver évidemment sur le site officiel du musée du Louvre-Lens, ça va de soi. Un clip vidéo de 2 minutes qui a l'avantage de, et c'est pour ça que je vous suggère de le visionner, qui a l'avantage de nous montrer le Louvre-Lens côté pile, côté face, ou si vous préférez,
côté intérieur, côté extérieur, de jour comme de nuit d'ailleurs. Mais si l'on regarde attentivement, on aperçoit aussi une partie de l'environnement immédiat, c'est-à-dire du territoire lensois, au cœur duquel se trouve implanté cet aménagement régional du Louvre-Lens. Bon visionnage et n'oubliez pas de revenir sur la séance en cours. Je vous rappelle qu'en géographie, quand on a une étude de cas menée, il faut toujours commencer par situer cette étude de cas dans l'espace, ce qui est chose faite avec la petite carte que nous avons déjà étudiée lors de la première séance, la carte des nouvelles régions françaises, et l'on se rend compte que Lens est une ville du département du Pas-de-Calais, dans l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais qui a fusionné avec sa voisine de Picardie pour former aujourd'hui les Hauts-de-France. Bon, ça c'est pour un premier élément de situation géographique, mais un espace ça peut aussi se situer dans d'autres dimensions et notamment dans la dimension économique, sociale, socio-économique plus exactement. Et c'est ce que nous permet de faire à la fois la carte et le petit tableau qui se trouve à gauche de la carte et qui mettent en valeur, malheureusement pour Lens, les très nombreux points faibles accumulés dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui sont encore bien perceptibles aujourd'hui en ce qui concerne l'économie, en particulier puisqu'on a une région parmi les plus pauvres de France, longtemps sinistrée au niveau du chômage, avec un taux de chômage qui était à peu près le double de celui de la moyenne nationale, hein, presque 20% de la population active en 2014, un petit peu moins, bon, avec un point faible tout à fait particulier pour l'emploi féminin, où là, quand on est un homme, c'est déjà pas facile de trouver du travail, mais à l'époque, mais quand on est en plus une femme, là, ça peut parfois devenir mission impossible. Donc véritablement, quand je parlais de territoire malmené par la mondialisation, eh bien c'est sur ce plan-là vraiment un territoire qu'il convient d'aider. Et c'est bien à cela que va servir l'aménagement du territoire et son projet du musée du Louvre-Lens. On est donc situé dans un territoire qui, contrairement au Mont-Saint-Michel, véhicule une image de marque vraiment négative, répulsive. C'est d'ailleurs l'idée de départ du film de 2008, Bienvenue chez les Ch'tis, qui, il me semble, est toujours à ce jour le film recordman de France du nombre d'entrées. Hein. Il a réussi à détrôner La Grande Vadrouille de Funès et Bourvil, et Danny Boone qui est l'homme orchestre de Bienvenue chez les Ch'tis, puisqu'il a produit le film, il l'a écrit, il l'a scénarisé, il a aussi joué l'un des rôles principaux. Et bien Danny Boone joue sur les clichés, sur les stéréotypes qui cernent son Nord natal et donc directement la ville de Lens. Hein, vous connaissez certainement l'idée de départ, un cadre supérieur de la poste interprété par Cadmerade est sanctionné par sa direction pour une tricherie, et il est condamné à quitter le sud-est où il coulait des jours heureux, hein, donc le sud ensoleillé, le Var si je me souviens bien, et il est condamné à une sorte de déportation administrative dans les froidures inhospitalières du nord. Hein, c'est donc
Et effectivement, bien entendu, le Cadmerade va découvrir que si on gratte un peu les clichés, si on fait l'effort de dépasser les stéréotypes, eh bien on se rend compte qu'on a affaire à une région formidable, avec des gens formidables, pleins de ressources, et que finalement le Nord n'est pas cet enfer qui nous est régulièrement décrit. Mais bon, il n'en reste pas moins que le Nord est une région qui souffre d'un déficit d'image de marque. Donc pour un territoire aussi malmené dans son image de marque comme dans ses fondements socio-économiques par la mondialisation, hein, tout le contraire du Mont-Saint-Michel, il y a fort à faire pour trouver des atouts. Et incontestablement, pour autant, Lens possède des atouts qui ont été mis en valeur. Alors évidemment, le document que vous avez sous les yeux, la carte que vous avez sous les yeux, a été réalisé par la municipalité de Lens pour donner plus de chance à la candidature de la ville pour qu'elle puisse être désignée comme ville accueillant le Louvre, l'antenne du Louvre qui devait être construite quelque part dans le nord. Donc évidemment, les Lensois sont particulièrement mis en valeur, ce qui explique au passage, j'attire votre attention là-dessus, c'est pas inintéressant, que la ville de Lens donne l'impression d'être beaucoup plus peuplée que sa voisine, la métropole lilloise, ou même que Paris. Et vous vous doutez bien que c'est pas le cas, hein, puisque la ville de Lens c'est moins de 40 000 habitants, c'est-à-dire qu'à tout prendre, c'est pas une agglomération bien plus peuplée finalement que Moulins-sur-Allier, hein, enfin que l'agglomération moulinoise. Donc c'est pour vous dire, et que Lens au fond c'est jamais qu'une banlieue au sud de l'agglomération lilloise. Bon, mais il s'agissait de mettre en avant, encore une fois, les atouts lensois. Donc la carte nous en présente quelques-uns qui sont quand même incontestables. D'abord, effectivement, le fait que la ville de Lens se trouve de peu finalement en territoire français, hein, parce que à quelques dizaines de kilomètres près, elle se trouve en Belgique, c'est-à-dire qu'on est vraiment on est encore dans le département du Pas-de-Calais, encore dans la région Hauts-de-France, mais on est quasiment en situation de frontière avec la Belgique, et c'est une manière de rappeler que, au fond, Lens, comme Lille d'ailleurs, sont des territoires qui sont situés dans la mégalopole européenne, hein. Rappelez-vous votre programme de quatrième, cette banane comme on la dessine parfois, ce territoire qui est le plus densément urbanisé, le plus peuplé, le plus riche aussi du continent européen. Et du coup, quand on est à Lens, eh bien, si on ouvre un musée d'envergure européenne, et même pourquoi pas, rêvons un peu, mondiale, eh bien, ça veut dire qu'on peut espérer toucher, c'est ce que précise la carte, 100 millions d'habitants potentiels dans un rayon de 300 km, c'est-à-dire qu'on va pouvoir toucher des Français, on va pouvoir toucher des Britanniques, des Belges, des Hollandais, des Luxembourgeois, n'oublions pas les Luxembourgeois, et même des Allemands, à condition bien sûr que les moyens de communication permettent d'envisager un transport confortable, sûr et rapide. Ça va de soi. C'est-à-dire qu'il faut que le londonien, le amsterdamois, le bruxellois, ou même tout simplement le parisien puisse se dire, allez tiens chérie, allez prépare la valise, on va aller passer un week-end ou même simplement une journée à Lens, on va aller découvrir le musée Louvre-Lens, on va faire le tout, aller-retour dans la journée ou dans le week-end. Et c'est effectivement parfaitement envisageable puisque le train à grande vitesse permet d'envisager de se rendre à Lens, puisque en fait Paris-Lille avec un passage
par Lens, c'est la ligne du Thalys, hein, puisque le Thalys, c'est Paris, Lille, Bruxelles, Amsterdam. Donc c'est une autoroute ferroviaire qui passe par Lens. Et évidemment, ça a été fait exprès. La ville de Lens a été raccordée à la LGV, à la ligne à grande vitesse du Thalys Paris-Amsterdam. Et même si Lens n'est pas directement raccordé à Londres, et bien malgré tout, Londres, Lille, Lens peuvent aussi se faire par ligne à grande vitesse. Donc en fait, Lens, qui a l'air d'être un territoire un peu paumé au fin fond de la frontière du Nord, et bien en réalité peut être considéré, et c'est le but de ce document, comme un carrefour. Je complète ce que je viens de vous dire en ce qui concerne la mégalopole européenne. L'argument est écrit en rouge, en gros, c'est pour ça que j'ai oublié de le voir. C'est que justement, potentiellement, entre les Français, les Parisiens, les Britanniques, les Belges, les Hollandais, les Allemands, sans oublier les Luxembourgeois, enfin bref, dans un rayon d'à peine 300 km, eh bien ça représente 100 millions d'habitants et donc 100 millions de clients potentiels pour le futur musée du Louvre-Lens. Bon, évidemment, il ne faut pas rêver, tous les habitants de cette région d'Europe ne vont pas se ruer au musée du Louvre-Lens, heureusement parce qu'ils ne sauraient pas comment accueillir tout le monde en même temps, mais ça veut dire que donc potentiellement ça peut faire beaucoup d'amoureux des arts et de l'histoire qui peuvent venir un jour ou l'autre s'arrêter devant les guichets du musée. Et oui, il a fallu se démarquer de la concurrence parce que la compétition a été sévère, hein. Il n'y avait qu'un seul projet du Louvre-Lens, mais il y a eu des dizaines de villes qui se sont mises sur les rangs pour accueillir le projet. Donc Lens devait se vendre un peu mieux que les autres, d'autant que, encore une fois, Lens n'avait pas que des atouts, mais avait aussi des handicaps. Et choisir Lens relève pour les habitants et pour la région véritablement du miracle. Parce qu'encore une fois, on est dans une région qui a été très marquée par la fermeture des mines de charbon qui représentaient quasiment une monoactivité. Hein. On était dans un espace productif presque 100% dédié à l'activité charbonnière, et quand elle a fermé ses portes à la fin des années 1980 ou plus tard, c'est toute une économie qui s'est retrouvée totalement sinistrée, parce que même le boucher charcutier, le boulanger, le patron du café, enfin les commerces qui étaient installés autour des mines, eh bien, ils vivaient directement de la clientèle que leur fournissaient les mines de charbon. Donc, quand les mines ferment, c'est tout le commerce local qui en souffre grandement. Et l'idée, ça a été pour les Lensois que le Louvre-Lens allait peut-être être le même miracle qu'observé dans une autre région frappée par la désindustrialisation, le chômage, la pauvreté, et qui a été sauvé par un autre musée, c'est-à-dire qu'il y a eu un exemple comparable, un précédent, et ce précédent, c'est pas en France, ça à peu de kilomètres près, mais c'est pas en France, puisque c'est au Pays Basque espagnol, et c'est à Bilbao. Avant l'ouverture du musée d'art contemporain, d'art moderne Guggenheim à Bilbao, la ville avait une fort triste réputation, hein. C'était l'un des rares pays noirs de l'âge industriel espagnol, hein,
spécialisé dans la métallurgie, les chantiers navals. C'était probablement, bon, c'était la ville la plus importante du Pays basque espagnol, c'était aussi probablement la plus laide, la moins touristique, hein, parce que le Pays basque espagnol, particulièrement son littoral, est réputé pour être magnifique. Mais là, Bilbao, c'était quand même un peu le vilain canard du Pays basque espagnol. Or, avec l'ouverture de ce musée d'art contemporain, tout change. Les géographes parlent d'ailleurs d'effet Bilbao, c'est-à-dire que l'image de marque de la ville va être profondément modernisée, transformée, valorisée, comme d'un coup de baguette magique, par ce musée. Parce que, regardez un peu, c'est vrai que, bon, si on est un peu fermé d'esprit, on peut trouver cette construction pour le moins bizarre, voire assez effrayante, assez laide. Mais si on est d'un esprit un peu plus ouvert, et les amoureux de l'art le sont en général, on reste émerveillé, estomaqué par cette curieuse construction qu'est le musée Guggenheim. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il contient plus de 250 œuvres d'art contemporain majeures, mais j'allais dire, rien que d'admirer l'extérieur, c'est déjà en soi une œuvre d'art et un objet d'attraction. 1 million de touristes par an. Et donc pour Bilbao, hein, c'est plus ah oui la ville laide là du Pays basque espagnol avec ses friches industrielles, ses usines, ses chantiers navals fermés. Non, c'est maintenant ah oui la ville avec ce drôle de musée là, si beau, si incroyable. Et ça change tout. Et puis pour les commerçants, hein, pour les hôteliers, les restaurateurs, là aussi ça change tout parce que 1 million de clients pour le musée, ça fait 1 million de consommateurs, d'acheteurs de souvenirs, voilà, ça change tout. Et Lens se dit, pourquoi ne serions-nous pas le Bilbao du nord de la France? D'autant que plus à l'est, et d'ailleurs j'ai un peu hésité entre les deux études de cas, hein, mais comme il n'en fallait qu'une, bon, parce que dans l'est de la France, en Lorraine, dans une autre région ô combien sinistrée et ô combien malmenée par la mondialisation, et à peu près pour les mêmes raisons, parce que dans l'est de la France, c'est pas les mines de charbon qui ferment, parce que c'est pas du charbon qu'on trouve, mais c'était le minerai de fer. Donc ce sont les mines de fer qui ont fermé avec, ou les usines sidérurgiques, c'est-à-dire les usines qui fabriquent l'acier, qui ont fermé. Donc même cause, même conséquence, chômage, friche industrielle, etc., etc. Et donc là, à Metz, puisqu'il s'agit de Metz, un autre musée, sans doute un peu moins ambitieux, mais malgré tout original là aussi, un musée d'art moderne, c'est un peu finalement le musée Guggenheim version française, qui s'installe, c'est le centre Pompidou-Metz. Vous avez une affiche qui est assez amusante, où on voit Pablo Picasso, qui est quand même mort depuis déjà pas mal d'années, qui vous regarde droit dans les yeux en vous disant, ben voilà, je m'installe à Metz. Donc autrement dit, une partie de ses œuvres peut être admirée, là encore, dans une ville qui espère changer son image et retrouver un certain dynamisme grâce à l'art et grâce à l'aménagement du territoire proposé par ce musée, ce centre Pompidou-Metz. Mais si on en revient à Lens, il faut reconnaître que c'est quand même assez gonflé, c'est quand même assez risqué de proposer au prestigieux musée du Louvre Paris, qui est quand même l'un des musées les plus visités au monde. Hein, il est concurrencé par le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg en Russie, il est concurrencé par le British Museum de Londres, mais là on est dans le top 3 mondial des musées avec le Louvre Paris. Donc proposer au Louvre Paris d'ouvrir une antenne dans une région dévastée,
peu attractive, c'est le moins qu'on puisse dire, presque un bled, parce qu'au fond, Lens, c'est à peu près un bled, hein, comme on dit, avec un certain mépris parfois. C'était pas gagné, surtout que l'offre culturelle locale était d'une pauvreté assez effrayante, hein, parce que si vous prenez le temps de lire le texte qui se trouve sur la diapo, eh bien, on vous dira que cette ville de 36 000 habitants n'avait plus de cinéma depuis l'aube du 21e siècle. Pour aller au cinéma, eh ben, il fallait prendre sa voiture, à condition d'avoir déjà une voiture, et il faut aller dans une autre ville voisine pour pouvoir, comme on dit, se faire une toile. En fait, la seule véritable activité culturelle digne de ce nom, c'était ni le cinéma, ni le théâtre, mais le football. Et d'ailleurs, je me suis livré à l'expérience, et vous pouvez la faire aussi facilement de chez vous. Vous tapez Lens sur Google, vous cliquez, et vous verrez apparaître lors des premières pages, pratiquement tout ce que vous proposera Google sera en lien avec le Racing Club de Lens, le club de foot local, qui certes a connu ses heures de gloire, il a même été champion de France dans les années 1990, qui aujourd'hui végète un peu, un coup en Ligue 1, un coup en Ligue 2, bon, mais ça a été la seule offre culturelle de tout le pays lensois, comme on l'appelle, de l'agglomération. Donc évidemment, si on est un fan de foot, c'est bien, mais bon, il n'y a pas que le foot dans la vie. Et alors si on est allergique au foot, Lens, c'était véritablement un désert culturel. Et c'est aussi pour cela que la ville de Lens a été choisie. Parce qu'il fallait compenser cette pauvreté culturelle. Et quoi de mieux pour compenser la pauvreté culturelle d'un territoire que de lui offrir un modèle réduit d'un des plus prestigieux musées du monde. Intéressons-nous maintenant aussi bien à la chronologie du projet qu'aux acteurs du projet du Louvre-Lens. Donc, comme le montre cette chronologie que vous avez sous les yeux, le projet s'inscrit dans une période d'une décennie environ, entre le début des années 2000 et le début des années 2010, puisque la genèse du projet remonte à l'année 2003, quand le ministère de la Culture annonce le projet d'ouvrir une antenne du musée du Louvre Paris dans une ville de France, de province en souffrance, une ville ravagée par la désindustrialisation, le chômage. Donc il y avait quand même pas mal de candidates. Et 2012, l'ouverture officielle du musée, donc il s'est écoulé une petite dizaine d'années. Maintenant, j'ai surligné en rouge les différents acteurs du projet qui apparaissent du moins dans la chronologie. Donc j'ai parlé du rôle de l'État à travers le ministère de la Culture et de la Communication, naturellement, mais il ne faudrait pas oublier la ville de Lens, hein, qui s'est portée candidate et qui a eu à lutter contre la concurrence d'autres villes malmenées par la crise de l'industrie française, hein, Valenciennes par exemple, ou d'autres villes encore du même genre. Le musée du Louvre, qui bien entendu est un acteur majeur qu'il ne faut pas oublier, parce que le musée du Louvre, qui est l'un des principaux musées au monde, hein, il fait partie du trio de tête probablement avec le musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg en Russie et le British Museum de Londres. Eh bien, ce musée, c'est lui qui va prêter une partie de ses collections à son antenne de Lens, donc il ne faut pas l'oublier parmi les acteurs majeurs. Et l'on voit au passage qu'on peut être un acteur du projet sans apporter de financement propre. Le musée du Louvre, c'est pas lui qui a financé le musée du Louvre-Lens, mais en lui prêtant ses collections,
il assure la réussite du projet. Même chose pour l'agence d'architecture japonaise Sanaa. Elle n'a pas mis d'argent dans le projet, elle en a plutôt gagné grâce au projet. C'est elle qui a proposé les plans du futur musée que vous avez aperçu dans la vidéo du collègue ou que vous verrez dans une diapo qui ne va plus tarder. Alors, si on regarde maintenant le budget proposé par les acteurs du projet, alors là, cette fois-ci, on a affaire aux acteurs investisseurs, c'est-à-dire ceux qui vont mettre la main au porte-monnaie, plutôt au portefeuille, pour permettre au projet de devenir une réalité concrète. Et donc, on retrouve exactement les mêmes investisseurs que pour le projet de réaménagement du Mont-Saint-Michel, hein, avec les mêmes échelles géographiques induites, c'est-à-dire que on a toujours l'Union européenne, toujours grâce au fonds FEDER qui vient en aide aux régions qui ont besoin d'un aménagement de leur territoire. Donc l'Union européenne qui va financer quand même 20% du budget, c'est-à-dire un cinquième, ça n'est pas négligeable. Ensuite, on va trouver à l'échelle nationale l'État, hein, qu'on a déjà vu en tant que décideur. Alors justement, l'État qui impulse le projet, là, pour le coup, ne représente que 4% du financement, c'est-à-dire assez peu. Mais en fait, encore une fois, le rôle de l'État n'a pas de prix en ce sens que s'il n'avait pas choisi la ville de Lens, ou si tout simplement il n'avait pas décidé que le Louvre-Lens ouvrirait une antenne en province, eh bien, il n'y aurait pas eu de projet du tout. Et puis l'État va mettre la main à la poche de manière indirecte, quand par exemple la gare de Lens va être bâtie pour moderniser, carrément construite même pour accueillir la ligne à grande vitesse, la LGV Paris-Bruxelles. On peut penser que l'État a participé largement au financement. Ça n'apparaît pas dans ce graphique-là, mais l'État a probablement financé quand même. Ensuite, on retrouve les collectivités territoriales habituelles, c'est-à-dire la région Hauts-de-France, comme on l'appellerait aujourd'hui, qui finance à hauteur de 60%, 59%, hein, c'est beaucoup, hein, c'est-à-dire plus de la moitié, un peu moins des 2/3. Et puis on retrouve les autres collectivités territoriales, que sont le département du Pas-de-Calais, et puis la communauté de communes, la Comcom, voilà. On retrouve aussi le mécénat privé à hauteur de 5%, c'est-à-dire des entreprises qui vont participer au financement, pas de manière forcément totalement désintéressée, c'est pas par amour de l'art ou par amour des Lensois, mais c'est aussi parce que ces entreprises, quand elles participent à une œuvre d'aménagement du territoire, par exemple, eh bien, elles peuvent retirer de leurs impôts, elles peuvent faire des déductions fiscales qui peuvent être très très intéressantes. C'est-à-dire que pour une entreprise privée, mettre de l'argent dans un projet public, ça peut se révéler extrêmement rentable. La démarche en géographie consistant à situer dans l'espace, mais à différentes échelles, il convient de situer le musée du Louvre-Lens non plus seulement à l'échelle régionale ou nationale, mais aussi à l'échelle locale. Autrement dit, où se situe le musée du Louvre-Lens par rapport à l'agglomération, l'aire urbaine lensoise. Alors, je suis allé faire une capture d'écran de Google Maps. J'ai grossièrement entouré le cœur de l'agglomération lensoise, hein, le pôle urbain de l'agglomération. Je me suis servi pour cela de la ceinture routière, autoroutière, boulevard périphérique qui permettent de délimiter assez facilement la ville-centre par rapport à ses banlieues. Et on voit bien que le musée du Louvre-Lens est presque au centre, au cœur géométrique du pôle urbain. Là, on a un musée d'importance nationale
en plein cœur de la petite agglomération lensoise. Alors sur cette photographie qui nous présente l'agglomération, une vue assez large de l'agglomération lensoise, on voit que la ville a été durablement marquée jusqu'à aujourd'hui par son passé minier, puisqu'on aperçoit des cités ouvrières, enfin plus exactement des cités minières, avec leurs corons, hein, leurs pavillons jumeaux symétriques, qui sont vraiment caractéristiques, hein, des cités ouvrières de l'âge industriel, c'est-à-dire 19e siècle. Et encore, je ne les ai pas toutes repassées en jaune, parce que sinon on verrait presque plus rien sur la photographie. On aperçoit aussi ce qui ressemble à des collines, mais dans ce paysage plat comme la main, on voit bien que ça n'a rien de géologique, c'est dû à l'action de l'homme. Et bien ce sont ces montagnes patiemment construites par l'homme, ces montagnes de résidus de charbon, hein, qu'on appelle les terris. Alors ça s'écrit terril, mais le L final ne se prononce pas. Et si vous habitez Châtillon ou Noyant-sur-Allier, ben, vous en connaissez, puisque vous en avez autour de chez vous, hein. Il n'y a pas que dans le nord de la France qu'il y a des terris. Donc on voit que le passé minier révolu mais récent est encore bien ancré dans les paysages urbains lensois. L'aménagement du Louvre-Lens a consisté à intégrer l'espace muséal qui est important, hein, puisque d'abord le musée lui-même est quand même relativement immense, mais il faut lui adjoindre le parc paysager directement associé, donc ça prend un vaste espace en pleine ville de Lens. Donc il a fallu intégrer ces espaces qui sont plutôt du 21e siècle dans un paysage urbain qui lui remontait plutôt au 19e. Mais on n'a pas simplement implanté le musée du Louvre-Lens, on a aussi évidemment modifié l'espace urbain lensois, tout simplement parce que par exemple le musée a été construit sur une ancienne mine qui a été rasée. Enfin, quand je dis rasé, c'est pas exactement le bon terme. D'ailleurs, les installations de surface ont été rasées. Le chevalet de mine en particulier a disparu. Par contre, évidemment, la mine elle-même souterraine, elle est toujours là, même si j'imagine qu'elle a été comblée pour que l'on puisse bâtir sur des fondations solides le musée du Louvre-Lens. Enfin, j'espère, pour les gens qui y travaillent ou qui le visitent. Sans oublier les aménagements qu'on pourrait qualifier d'indirects, mais qui sont quand même liés à l'aménagement, à la naissance du Louvre-Lens. Eh bien, par exemple, la ligne LGV, hein, la ligne Thalys, Paris-Bruxelles, qui passe en plein milieu de l'agglomération, comme vous pouvez le voir. On n'aperçoit pas la gare LGV, mais elle est juste à côté, en fait, pour permettre le raccordement du musée à la ligne ferroviaire. Alors évidemment, le bâtiment construit par, dessiné plus exactement par les Japonais du cabinet Sanaa, ce bâtiment n'a pas l'exubérance et n'a probablement pas le rayonnement international du musée Guggenheim de Bilbao, hein. On ne peut pas non plus toujours faire de l'incroyable à chaque fois. Il est au contraire très sobre, mais il est également particulièrement lumineux, parce que le vert, la transparence a énormément d'importance, pour une raison simple, c'est qu'on veut faire comprendre, en particulier aux Lensois et aux nordistes, qui encore une fois n'ont pas toujours eu l'habitude de se rendre dans les musées,
que bah, l'art c'est transparent, c'est-à-dire que c'est ouvert à tous, que l'art est à portée de la main, hein, parce qu'un musée ça peut toujours être très très intimidant, hein, surtout quand on n'a pas forcément fait d'études, qu'on pourrait croire à tort que l'art c'est pour les intellos, que l'art c'est pour les gens qui sont cultivés, que c'est pour les gens qui ont fait des études, euh, hein, les gens intelligents, parce que parfois on confond intelligence et culture, alors que c'est deux choses qui sont très différentes. Donc là, voilà, ça veut dire que le lieu, il est accessible, il est facile d'accès, il suffit juste d'avoir un peu de curiosité et d'en franchir les portes. Bon, et que de récompenses à l'intérieur, en particulier des œuvres alors qui sont prêtées pour un temps déterminé, hein. La liberté guidant le peuple de Delacroix, ça a été l'œuvre vedette qui a été prêtée par le musée du Louvre Paris à sa petite sœur, à son petit frère plutôt de Lens, pour assurer la première année un effet de curiosité, pour assurer le succès populaire du musée. Depuis, le tableau de Delacroix a évidemment réintégré ses pénates parisiennes, mais d'autres œuvres célèbres ont pris le relais. Alors, si on dresse maintenant le bilan du Louvre-Lens. On a quelques années maintenant, un peu moins de 10 ans de recul, donc ça permet maintenant de se donner une idée assez précise de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné. Alors, que nous dit le texte de gauche? Le Louvre-Lens est identifié par les habitants, donc les Lensois, comme un atout majeur pour le développement du territoire. L'arrivée du musée a rendu le bassin minier plus attractif. 80% des Lensois interrogés éprouvent un sentiment de fierté vis-à-vis de leur territoire. Voilà, c'est-à-dire que c'est plus ce territoire synonyme de chômage, de misère, voilà, de friche industrielle. Non, ça y est, plus de 60% pensent que le cadre de vie s'est amélioré. Parce qu'avec le musée se sont installés des restaurants, bah oui, parce que forcément les touristes, une fois qu'ils ont quitté le musée, ils ont faim. Donc voilà, le cadre de vie a été amélioré, des rues sont devenues piétonnes, bon voilà. Dans ce véritable désert qu'était Lens, où il n'y avait même pas le moindre bout de forêt, eh bien on peut penser que le parc paysager est devenu un espace de promenade plutôt sympa. Une grande majorité des habitants considèrent que l'implantation du musée facilite l'accès à la culture. Bah oui, forcément, surtout qu'en plus, les entrées sont quasiment gratuites pour les Lensois. Quant aux étudiants, bah, ils sont une majorité à envisager leur avenir dans la région de manière plus positive. Bah oui, parce qu'un certain nombre d'entre eux peuvent être amenés à trouver du travail grâce au Louvre-Lens, soit au musée, hein, parce que 400 emplois ont été créés quand même grâce au musée, grâce à l'existence du musée. Donc on peut penser qu'un certain nombre d'étudiants vont trouver un emploi qui peut éventuellement être stable, mais en plus simplement parce que des startups se sont installés à proximité immédiate dans la ville de Lens, hein. On voit, vous voyez en bas à droite Louvre-Lens Valley, alors qui fait une référence et qui fait référence évidemment à la prestigieuse Silicon Valley californienne. Bon, on n'en est pas là, mais néanmoins on a un pôle numérique culturel dédié à l'internet qui peut et à la culture qui peut générer des emplois. Donc ça y est, Lens a basculé dans le XXIe siècle grâce au musée du Louvre-Lens. Alors évidemment, tout n'est pas positif, hein, tout n'est pas, comment dirais-je, aussi réussi qu'espéré. Et en particulier, bon ben, c'était un peu prévisible. D'ailleurs, ça a été le cas aussi pour le centre Pompidou-Metz. Passé l'effet de surprise, eh bien, les visiteurs se font nettement moins nombreux.
Vous avez le graphique de la fréquentation du Louvre-Lens. Alors évidemment, comme le musée il a ouvert en fin d'année 2012, 140 000 visiteurs pour l'année 2012, non en fait pour un mois. Par contre, voilà, l'année 2013, qui est la première année pleine, on atteint 870 000 visiteurs, donc ça c'est une très grande réussite. Par contre, dès l'année suivante, le public est divisé par deux. Et c'est clair que les Belges, les Luxembourgeois, les Allemands, les Britanniques, bon, il y en a qui viennent évidemment au Louvre-Lens, mais c'est peut-être pas la destination numéro un de nos voisins. C'est très clair. Bon, en plus, si on compte que parmi les 400 et quelques mille visiteurs annuels moyens, beaucoup ne payent pas puisque ce sont des locaux et que les locaux ont la gratuité lors des visites. Donc ça veut dire que la rentabilité du musée du Louvre-Lens n'est pas nécessairement assurée. Et donc très clairement, l'effet Bilbao, il n'y en a pas eu, même si c'est pas non plus un échec cuisant. Voilà, ce qu'il faut voir, c'est que ça peut pas être une brillante réussite comme le réaménagement du Mont-Saint-Michel, tout simplement parce qu'avec Lens, on partait vraiment de très très loin, on partait d'un territoire véritablement sinistré, donc il faut laisser du temps au temps, hein, pour reprendre une expression célèbre. L'avenir dira si le musée du Louvre-Lens a permis durablement de rendre un territoire attractif et dynamique ou pas. Il est temps de passer à notre exercice de synthèse, celui qui va nous permettre de récapituler à peu près tout ce qu'on vient de voir. Donc, comme d'habitude, il va falloir colorier des cases. Alors, 3 codes couleurs possibles. Rouge, si ce que vous lisez correspond à la situation de départ. En fait, c'est à peu près le même exercice que pour le Mont-Saint-Michel, hein. En jaune, les acteurs. Et en vert, les mesures, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été concrétisé pour mener à bien le projet. Donc, mettez-moi sur pause, prenez le temps de faire l'exercice à l'aide de la planche 3 qui doit être normalement disponible dans votre VNT. Et ensuite, vous pourrez passer au corrigé. Alors, les éléments correspondant à la situation de départ, donc 20% de chômage, le double de la moyenne nationale, une offre culturelle faible, limitée au club de foot pro local, le RC Lens, un territoire répulsif, particulièrement pour les jeunes, qui rêvaient que d'une chose, de se barrer, de s'en aller, et puis des friches industrielles à perte de vue, les mines et terrils, c'était pas bien exaltant. Les acteurs, donc ils sont très nombreux, hein, je ne sais peut-être pas tous mis, mais quand même, j'en ai mis beaucoup. La ville de Lens, bien sûr, directement intéressée. L'État, par le ministère de la Culture et d'autres ministères encore. Le musée du Louvre Paris. Le département du Pas-de-Calais. La région des Hauts-de-France, donc là on est dans les collectivités territoriales, avec le département, la ville, la région. Un acteur privé essentiel, le cabinet d'architecture japonais à l'origine des plans du musée. La communauté d'agglomération de Lens-Liévin, autre acteur territorial, autre collectivité territoriale. L'Union européenne avec son fonds FEDER et des mécènes privés qui ont participé au financement. Le groupe Total, hein, les raffineries Total, la Caisse d'épargne, le groupe de BTP FH qui était déjà d'ailleurs dans le Mont-Saint-Michel. Voilà. Alors, tout ce qui n'est pas rouge ni jaune sera donc vert, hein, c'est-à-dire les mesures, les réalisations concrètes du projet Louvre-Lens.
comme la construction donc d'un musée sur l'emplacement d'une ancienne mine, l'installation des réserves du musée du Louvre Paris dans la ville de Liévin toute proche. C'est sûr que le musée de Paris a dû trouver que le loyer était moins cher qu'à Paris même. La naissance d'un incubateur de start-up, alors ça, c'est une expression qui peut vous paraître curieuse, c'est quand des start-up, c'est-à-dire des petites entreprises issues de la révolution numérique, se rassemblent dans un même lieu pour partager tout simplement le frais des loyers, et ça donne naissance à des lieux qui sont dédiés donc à l'internet, au numérique, et qui au passage créent des emplois. Et les emplois, justement, plus de 400 emplois directs, et puis les emplois indirects liés à l'hôtellerie par exemple, la restauration. Le raccordement de Lens au réseau LGV, ligne à grande vitesse Paris-Lille. Il y a certainement des Lensois qui sont peut-être pas allés au musée, mais qui du coup vont plus vite à Lille ou plus vite à Paris grâce au musée d'une certaine façon. Le réaménagement piétonnier du centre-ville. La construction d'un parc paysager attenant au musée. Et des tarifs réduits pour la population locale qui leur permet d'avoir la culture à portée de main sans bourse déliée, comme on dit. Donc voilà, avec des couleurs finalement très africaines, le corrigé intégral de l'ensemble de l'exercice du jour. Donc je vous en laisse prendre connaissance. Vérifiez bien que vous n'avez pas d'erreur. Mettez-moi sur pause le temps nécessaire pour le vérifier. Alors, quels sont les chiffres clés à retenir de l'aménagement du Louvre-Lens? Alors, je vous en propose 3 comme d'habitude. Avant le Louvre-Lens, justement, 20% pratiquement d'actifs au chômage. Presque un record de France. 1 million de visiteurs français et étrangers au Louvre-Lens en moins de 18 mois, en à peine 18 mois. Donc ça, c'est une réussite incontestable, même si ça s'est gâté par la suite. Et 400 emplois directs ou indirects dans l'hôtellerie-restauration ont été créés grâce au Louvre-Lens. 400 emplois dans une région qui comptait le double de chômeurs par rapport à la moyenne nationale, c'est toujours bon à prendre. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Je vous laisse découvrir la leçon, la trace écrite de notre séance consacrée à l'aménagement ambitieux du Louvre-Lens. Je vous en souhaite une bonne lecture, un bon apprentissage aussi, et je vous dis à bientôt pour la prochaine séance qui sera donc logiquement la mise en perspective de nos études de cas et de la séquence. À bientôt!